Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission Vision Chine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de Mandarin TV Michael Duché. Bonjour Michael. Bonjour. Vous avez 37 ans et vous êtes professeur de la culture de Shaolin. Oui. Professeur de la culture de Shaolin reste un terme assez abstrait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cela signifie? En fait, il faut savoir qu'en Chine, avec la coutume chinoise, toute personne qui va avoir une connaissance à partager, les personnes en face d'elle vont lui donner le titre par respect de professeur, comme on dit en chinois, laoshi. Que ce soit pour la culture, que ce soit pour la musique ou n'importe quoi. Donc c'est un titre qui reste dans les mœurs en Chine. Et par convention, à partir du moment où on doit partager quelque chose avec une autre, la personne est considérée comme un professeur de vie ou voilà, dépendant du sujet finalement. Et vu que la culture de Shaolin est devenue un petit peu ma spécialité en Chine, donc le titre a été conservé, même si en France, par convention, un professeur universitaire n'aura pas le même rôle. Mais le titre est le même. D'accord. Donc là, on comprend ce que signifie professeur dans ce sens-là, mais alors culture de Shaolin, qu'est-ce que cela englobe? Qu'est-ce que veut dire cette culture de Shaolin? La culture de Shaolin, il faut savoir qu'avant tout, c'est une culture religieuse, bouddhiste. Et depuis plus de 1500 ans, elle ne fait qu'évoluer. Elle comprend bien sûr les enseignements bouddhiques, mais aussi maintenant, on voit aussi les enseignements martiaux, la médecine, la calligraphie, les chants. Donc c'est une culture qui est en elle-même complète, tellement complète que finalement les gens peuvent s'en servir dans leur vie quotidienne, même sans s'en rendre compte. Tout le monde fait un petit peu de Shaolin. Et un exemple dans la vie de tous les jours, justement, pour illustrer vos propos, quand vous dites tout le monde fait plus ou moins de la culture de Shaolin. Eh bien, tout simplement sur les choix que nous faisons. On essaie de faire le choix qui est le plus adapté à notre propre bonheur, sans, on va dire, vouloir heurter autrui. Donc ça, on va dire, c'est un principe qui est le même dans toutes les religions finalement, dans toutes les philosophies, où on va chercher le bonheur et la paix. On ne va pas chercher non plus le conflit. Donc, c'est un point commun déjà avec toutes les religions, mais c'est aussi un trait supplémentaire de la culture bouddhiste et de Shaolin. Vraiment une paix intérieure. On cherche tous cette harmonie finalement. C'est plutôt le mot harmonie qu'on va dire. Michael, votre histoire commence à Tourville-la-Rivière, en Seine-Maritime. À l'époque, vous avez 19 ans et vous revenez de l'armée. Vous êtes engagé en tant qu'agent de sécurité, mais vous cherchez des opportunités ailleurs. Comment est venu votre intérêt, votre curiosité pour les arts martiaux? Comment est-ce que cela a commencé pour vous? Ça a commencé tout simplement avec ma mère, qui elle-même était une passionnée du mouvement, donc un grand lien avec la danse, et qui cherchait, on va dire, une autre inspiration, et qui s'est découvert intéressé par la pratique des arts martiaux chinois, donc qui s'est dirigé vers un club à proximité de chez nous, et qui a commencé à prendre des cours. En voyant que j'avais un parcours un petit peu chaotique, elle m'a proposé de l'accompagner. Et moi, j'y suis allé sans vraiment gros intérêt à la base. Et puis finalement, avec le temps, moi, je me suis dit que j'allais continuer pour voir s'il y avait vraiment un petit déclic qui allait se faire. Et ma mère, elle a laissé tomber l'entraînement. Elle a trouvé que c'était un petit peu dur physiquement pour elle. Donc, elle a abandonné ça. Et moi, je suis resté dedans pour continuer de voir justement ce déclic qui allait se produire. Et ça s'est passé en fait quand on était étudiant. Comme beaucoup de jeunesse, on a eu ces moments au lycée où on avait eu les grèves à cause des programmes scolaires qui étaient avec les réformes et tout ce qui s'ensuit. Et j'avais suivi des amis jusqu'à Rouen. Et en descendant du bus, à un moment donné, au lieu de continuer de les suivre, il y avait une personne, un monsieur assez asiatique, qui s'était mis devant moi. Pour vous bloquer? Pour me bloquer, puis et moi avec cette, on va dire, cette attitude d'adolescent, j'ai cherché la confrontation. Et finalement, cette personne-là m'a sorti une phrase qui m'a un petit peu choqué finalement. Il a dit « Bouddha te pardonne ». Et moi, dans ma tête, je me suis dit « Mais Bouddha, il va falloir que j'aille le rencontrer. » Parce que me pardonner pour quelqu'un que je ne connais pas, je ne trouve pas qu'il y ait de sens. Et je suis resté bloqué sur place pendant quelques minutes. Donc les amis étaient déjà partis, le monsieur aussi, le bus aussi. Et je me suis dirigé vers la bibliothèque pour essayer de voir ce que voulait dire Bouddha. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé pour la première fois de ma vie, à lire autant de livres que ça, justement pour un mot,
pour 1 an finalement. Et plus j'en lisais, et au fur et à mesure des semaines, ça m'a amené à vers des parallèles entre la pratique des arts martiaux chinois et la culture bouddhiste qui ont justement comme point commun le temple de Shaolin. Et c'est de là que l'intérêt, on va dire, s'accroît. Oui. Et que j'ai cherché à vouloir approfondir justement le parallèle entre les arts martiaux eux-mêmes et les philosophies asiatiques qui vont s'enchevêtrer avec. Michael, après vos études, vous vous êtes engagé en tant qu'agent de sécurité, mais quelle a été votre première expérience avec le monde chinois et le kung-fu? Malgré toutes les compétitions que j'avais faites en France, donc en 2003 où j'ai été champion de France avec le triathlon, en 2005 où j'ai été champion d'Europe avec une fédération indépendante et puis d'autres compétitions qui sont suivies, le premier contact que j'ai eu vraiment avec l'univers chinois, c'était la sélection européenne Kung Fu Star, une compétition qui était organisée avec le temple de Shaolin et la chaîne de télévision de la ville de Shenzhen. Donc il y a eu des sélections un petit peu partout dans le monde. Et il y a eu un samedi à l'hôtel Shinagora en bord de Seine où je me suis présenté à la sélection juste par curiosité, sans espérer pouvoir gagner. Et j'ai passé une journée formidable d'un côté, en découvrant vraiment des personnes qui pratiquaient et qui cherchaient à pratiquer comme moi les arts martiaux, qui se posaient aussi beaucoup de questions. Mais malheureusement pour moi, le jour même, je n'ai pas réussi à intégrer l'équipe. Mais cette journée-là m'a mis un petit peu les positions en me disant comment je dois prendre les arts martiaux chinois dans ma vie. Est-ce que je dois les garder en loisir ou est-ce que je peux les prendre en tant que professionnel? Oui. Dans quelle direction je dois me tourner? Est-ce que je dois rester en France ou est-ce que je dois me laisser partir à l'étranger? Donc beaucoup de questions ce jour-là. Et j'ai eu de la grande chance, c'est que l'équipe d'organisation m'ait rappelé quelques jours après en me disant que pour eux j'avais un talent pour rester sur les plateaux de télévision chinoise à montrer quelque chose, donc ils ont voulu que j'intègre l'équipe, qui a été ma grande chance finalement, puisque c'était vraiment le moment là où il fallait que je parte en Chine pour découvrir, pour me faire une idée de ce que je pourrais faire plus tard. Et après cette journée-là finalement, quand je suis revenu de cette compétition-là, je suis rentré chez moi, j'ai eu le coup de fil, je suis revenu à Paris et tout ce qui s'ensuit après pour organiser ce voyage-là, je me suis dit vraiment, c'est à ce moment-là la décision à prendre, où va se faire l'évolution, ici en France ou ailleurs. Donc là, il y a déjà la question de savoir où est-ce que je vais évoluer. Oui. Et donc vous êtes parti en Chine. Voilà. Et ce premier voyage en Chine, en fait, qu'est-ce qu'il a changé pour vous? Est-ce que ça a justement donné des éléments de réponse à votre question de savoir où vous allez évoluer en France ou en Chine? Ça a éveillé ma curiosité à savoir est-ce que, alors parce que nous étions restés 1 mois en Chine, oui. 1 mois à voyager dans différentes villes, donc nous avons fait Shenzhen, nous sommes restés au temple de Shaolin pendant plus d'1 semaine, après nous sommes partis à Pékin, oui. Après nous sommes revenus dans le centre de la Chine à Changsha, avant de revenir pour la finale à Shenzhen. Donc de tout ce trajet-là, ça a éveillé ma curiosité, j'ai réussi à voyager, donc c'était encore un rêve qui se réalisait. Et je me suis dit, mais là je suis 1 mois en tant que touriste. Quelle serait ma réaction si je restais plus longtemps sur place, mais pas en tant que touriste, mais en tant que personne qui vit sur place. Et donc c'était un challenge à relever finalement. Mais ce challenge-là, je me disais, mais est-ce que ça sera en Chine ou dans un autre pays? Donc là, votre réflexion se fait uniquement sur, on va dire, l'évolution humaine, personnelle, hein, oui. Où vous vous projetez, mais par rapport à, justement au Kung Fu, le fait de savoir si vous allez vraiment en faire votre, entre guillemets, métier, si ça va devenir votre, on va dire, votre gagne-pain, si je puis dire, oui, ou simplement rester un hobby, une passion? Alors moi, me comparant avec les autres candidats à cette compétition-là, je me suis dit, j'ai l'opportunité de prendre ce niveau-là, de prendre ce niveau professionnel. En voyant les demandes qui sont faites sur place au niveau du 7e art, du spectacle, je me suis dit, je ferai un bon candidat, comme beaucoup. Mais après, c'est comme on voit comment les gens sont traités sur place en tant qu'artistes. Il faut dire qu'en Chine, avec le regard d'aujourd'hui, en Chine et en Occident, le traitement des artistes n'est pas encore pareil. Il y a une petite différence. Malgré qu'il y a énormément de respect sur la connaissance des artistes, mais au niveau de la vie sociale, beaucoup d'artistes, on va dire, ne vivent pas de misère, mais on va dire survivent dans une Chine d'économie. Ils survivent, ils vivent confortablement à l'intérieur, mais au niveau matériel, ils ne sont pas si riches que ça.
Et en tant qu'étranger qui devait arriver en Chine, est-ce que j'aurais quel traitement j'allais avoir? Ça, c'était une question à laquelle il fallait que je réponde par moi-même en me disant, et si je revenais une seconde fois pour essayer? Mickaël, vous êtes retourné en Chine par la suite, puisque vous avez vécu 9 ans en Chine, de 2008 à 2009. Vous êtes parti là-bas vous installer avec votre femme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement les motivations, les raisons de ce long voyage, de ce déplacement en Chine? Elle se disait qu'elle voulait d'abord un petit peu rentrer à la maison aussi, ou peut-être ses parents, ce que je pouvais comprendre. Et puis moi, j'avais envie de quitter la France pour essayer justement. Moi, j'avais pas de pays de destination à la base. Mais comme ma femme était chinoise et que j'avais déjà fait un premier séjour en Chine, j'avais des questions pour moi-même. Donc je me suis dit, autant aller en Chine directement et voir si je peux trouver les réponses sur place. D'accord, mais ce n'était pas du tout pour vous perfectionner dans les arts martiaux à l'origine. Ça non, n'avait du rien tout, à non. voir avec ça. J'étais arrivé à un point à un moment donné où je me disais, est-ce que, en arrivant à Pékin, est-ce que j'aurai l'opportunité de continuer les arts martiaux ou alors est-ce que je vais me déclencher sur une autre carrière professionnelle? D'accord. Il y avait aussi cette question-là aussi. Est-ce que je pouvais faire un bon candidat pour continuer? Mais est-ce que j'aurais pu avoir la chance de continuer? Je me disais, en arrivant sur place, on aura les réponses, avec le temps. D'accord. Donc vous avez voulu aller en Chine. Qu'est-ce qui vous a en fait finalement manqué en France? Qu'est-ce que vous avez voulu chercher ailleurs? Je pense qu'il me fallait un challenge pour moi-même, pour me prouver que je pouvais m'adapter à une autre forme de société. Parce que la France, finalement, je me suis adapté, mais je me suis désintéressé. Donc s'adapter, se désintéresser, on va dire, on est en conflit personnel. Et moi, je me disais, il faut que j'arrive à voir si je peux m'adapter à autre chose. Et donc la Chine était finalement un bon challenge pour moi finalement. Et est-ce que vous vous êtes adapté justement pendant ces 9 ans? J'imagine que oui, puisque vous êtes resté très longtemps. Revenez avec moi sur ce voyage en fait. Quel a été votre quotidien? J'imagine que ça a été très très riche en expériences et en émotions. Qu'est-ce que ce voyage vous a apporté? Alors il faut savoir qu'en fait, je suis arrivé en Chine, je ne savais pas parler chinois, ni lire, ni écrire. C'était une chose. J'ai appris sur le terrain. Avec le travail. La première année, je voulais rentrer en France. Au bout de la première année, puisqu'en fait, comme je conduisais à Pékin, je commençais à apprendre à conduire et je trouvais que la circulation, c'était une horreur. Malgré le fait que les règles, le code de la route soit le même en Chine qu'en France, mais les habitudes ne sont pas du tout les mêmes. D'accord. Pour simple chose, c'est qu'en Chine, la priorité à droite, elle est très, 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 très souvent esquivée. Les Français y tiennent absolument, mais en Chine, on n'y tient pas. Ça, c'est une chose. En deuxième, c'est que dans les grandes villes, en général, le klaxon est interdit. Oui. En France, on arrive à faire des appels de phare. En Chine, non. C'est le klaxon toutes les 2 secondes. C'est une autre forme d'habitude. Ce sont des choses qui m'ont posé problème. Je me suis dit, mais comme je dois me déplacer en voiture, ou comme j'aime me déplacer en voiture, est-ce que je vais pouvoir rester en Chine? Et comme je me disais, c'était que la première année. Oui. Si je reviens au bout d'un an, pour moi, c'est quasiment comme un échec. Donc s'adapter, c'est aussi s'adapter aux choses que nous pensons que nous ne pouvions pas nous adapter avec. Et donc on se force. Et on va dire, on répète les habitudes des autres finalement. Donc c'est en jouant à la conduite chinoise qu'on se dit finalement, ça passe tranquillement. Donc ça, c'était mon premier problème de régler finalement. Ma femme m'a dit, adapte-toi à la conduite chinoise. Et vous êtes quand même resté en Chine, à Pékin, oui. Et vous êtes arrivé avec, on va dire, presque rien, parce que vous ne parliez pas chinois, vous n'avez pas forcément de famille directement là-bas, ou la famille de votre femme peut-être. Mais qu'est-ce que vous avez commencé par travailler dans quoi en fait à Mon Pékin? premier travail a été en tant que professeur d'anglais. J'ai commencé avec les écoles maternelles, j'ai eu quelques écoles primaires et de temps en temps des centres de formation et universités. Vous êtes reparti de zéro au final. Reparti de zéro. Je n'avais aucune formation en tant que professeur d'anglais. Donc les 2 premiers mois ont été très chaotiques, puisqu'on ne connaît pas les étudiants en face de soi, on n'a pas de programme, on n'a pas de formation, mais on est vendu comme professeur. Donc c'est à nous de nous dire, je suis là, je dois faire vivre ma famille. Je dois récupérer un salaire à la fin du mois. Donc c'est à moi de faire mon mieux pour faire en sorte que les gens soient satisfaits au bout. Et là, on essaie de méditer beaucoup sur soi-même en se disant, mais comment je vais pouvoir faire en sorte que les gens pensent vraiment qu'ils doivent venir vers moi et non pas moi aller les chercher. Et j'ai eu la chance d'avoir rencontré quelques personnes qui m'ont beaucoup aidé.
et qui m'ont beaucoup décomplexé sur certaines choses. Il faut savoir par anecdote que les Français qui sont à Pékin, enfin en Chine en général, ou les Français à l'étranger, quand ils parlent anglais, on sait tout de suite qu'ils sont français. Et je voulais faire cette différence justement. Et j'ai rencontré quelques Canadiens et quelques Américains. Et en les écoutant parler, je me suis dit, je vais faire travailler un petit peu mon travail d'acting en tant qu'acteur. Et je vais jouer à l'américain. Je vais jouer à l'américain. Donc je prenais ça comme un rôle. Donc je ne me prenais pas du tout au sérieux. Et finalement, ça a beaucoup marché. Parce qu'avec les enfants, quand on est avec eux, dans ce genre d'école privée, il ne faut pas se prendre au sérieux. Il faut savoir jouer avec les enfants, se prendre soi-même comme un enfant, pour que les enfants nous prennent comme un grand frère et acceptent de mémoriser ce qu'on leur donne. Mais après, il faut que notre programme tienne la route. D'accord. Voilà. Et au fur et à mesure, j'ai appris justement à construire un programme éducatif en tant qu'étranger. Comment enseigner une langue étrangère à des enfants chinois, avec leur culture eux-mêmes, avec la pression familiale qu'ils ont aussi. Oui. La manière dont les parents voient l'éducation pour leurs enfants, mais la manière dont nous, en tant que professeurs, on doit éduquer une trentaine d'enfants en même temps. Donc plusieurs paramètres. Vous ne parliez donc pas un mot de mandarin et aujourd'hui vous êtes, on peut dire, quasiment presque bilingue, vous comprenez presque tout. Comment est-ce que vous avez appris en fait? Est-ce que vous avez suivi des cours? Est-ce que c'est sur le tas que vous avez appris? Comment vous avez atteint ce niveau? En gros mots, je vais dire sur le tas. Et j'ai eu la chance justement, je pense que le travail de professeur d'anglais en Chine a été un grand tremplin pour moi, c'était beaucoup d'aide puisqu'en fait, je vais résumer par une phrase, je n'ai pas eu un professeur, j'en ai eu des centaines. Et les enfants étant mon meilleur professeur. Pourquoi? Les enfants sont purs et disent toujours la vérité. Ce qu'ils n'aiment pas, ils n'aiment pas et vous le disent en face. Donc comme j'essaie de parler chinois avec eux, et quand ils ne comprenaient pas, ils le disaient. On ne comprend pas, ton chinois est nul. Donc c'est à moi, en tant qu'étranger, de me dire soit je vais les corriger dans leur anglais, mais si je dois leur faire comprendre quelque chose, il faut peut-être que mon chinois soit mieux pour leur expliquer comment on parle mieux anglais. Donc c'est à moi de faire un pas en avant en me disant j'améliore mon chinois, je leur fais comprendre comment on dit ça en anglais et ils améliorent leur anglais. D'accord. Bien sûr, j'avais aussi un soutien familial. Mon épouse qui m'a expliqué énormément d'anecdotes sur la culture chinoise. J'ai aussi mon beau-père qui m'a aidé énormément pour la calligraphie. Oui. Donc la première leçon que j'ai eue avec lui, c'était étudier la carte chinoise. Donc toutes les provinces, les 34 provinces avec les 4 villes autonomes et les 2 grands districts, Hong Kong et Macao, tout ça à écrire, ce qui faisait que je connaissais la carte chinoise. C'était mes premières calligraphies et que j'ai continué à l'école en construisant les dialogues que je faisais avec les enfants et les retranscrire en chinois. Donc c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai appris à m'améliorer en anglais et j'ai appris le chinois. Est-ce que tous les points que vous venez d'aborder, justement comment vous avez appris le chinois, ce que les enfants vous ont apporté, est-ce que tout ça, ça a contribué à développer, on va dire, la culture Shaolin en vous? Est-ce que ce voyage, à quel moment en fait, du voyage, vous avez pu, on va dire, développer cette culture Shaolin pour devenir professeur? Tout à fait. Il faut savoir qu'en fait, comme je disais encore, c'est que la culture de Shaolin, pour mieux l'enseigner, il faut savoir bien la recevoir. Il faut savoir recevoir les critiques d'un côté. C'est un point, il faut savoir avoir beaucoup d'humilité pour se dire « j'ai un enfant qui me corrige ». Pour beaucoup d'adultes, c'est pas facile à avaler ça. Oui. Donc moi, j'avais 300 enfants qui me corrigeaient tous les jours. Malgré que c'était un jeu, mais j'y prenais plaisir à la fin. J'apprenais de la part de mes élèves. Quand on enseigne la culture de Shaolin, si on part sur le bouddhisme ou les arts martiaux, certes, on va enseigner un art martial, mais on a plusieurs individus en face de soi. Si on a un individu qui est beaucoup plus têtu qu'un autre, il va falloir qu'on réadapte notre manière pour lui faire comprendre qu'il y a un mouvement qui doit se faire. Donc ce n'est pas forcément à l'élève de se réadapter au professeur, mais c'est aussi au professeur de trouver une bonne méthode pour ses élèves. Et de faire en sorte que les élèves restent vers vous et à vous de les rediriger. Donc oui, avec ceci, il y a eu énormément de choses qui m'ont appris à mieux cerner la culture de Shaolin. Avec le bouddhisme, et il y a un grand mot là-dedans, c'est vraiment compatir. La compassion, c'est vraiment le grand mot que j'ai pour le bouddhisme, avoir du cœur, de la compassion. C'est se dire en fait que même si on enseigne, en face de nous, les élèves ou les étudiants, ils ont vraiment un travail d'étude à faire qui n'est pas facile. Et il faut savoir justement comprendre cette difficulté-là.
Ouais. Pas se dire j'ai un formulaire, tu te débrouilles. Non, je sais que c'est dur, je vais t'accompagner. Il faut savoir être compatissant là-dessus. Vous êtes à Paris donc maintenant pour vos activités professionnelles. Et quelle est la différence entre ces deux villes pour vous? La différence est très grande. La première pour moi, c'est la sécurité. Quand je suis à Pékin, prenons l'exemple simplement du métro. Le métro de Pékin est très simple. C'est que quand vous rentrez dans le métro, vous avez un portique de sécurité sur lequel vous posez vos sacs. Il y a un scanner où on scanne tout ce qui est à l'intérieur, donc comme à l'aéroport finalement. Et les objets pointus eh bien, sont confisqués. Les briquets avec les cigarettes, ça passe, ça c'est pas un problème. Mais par exemple, il y a des bouteilles, quand ils voient qu'une bouteille est suspecte, ils vous demandent de boire une gorgée de la bouteille pour être sûr que ce ne soit pas un produit inflammable. Et après, vous prenez le métro tranquillement. Dans le métro, vous ne voyez pas de SDF dans le métro. Vous ne voyez pas de mendiants dans le métro. Enfin, des mendiants, de temps en temps, vous en voyez. Je dis, voilà, il faut quand même rectifier. À Paris, il n'y a pas de contrôle à l'entrée. Dans aucune station de métro, il y a un contrôle comme je vois à Pékin. Il y en a de plus en plus, mais qui ne sont pas du tout comme ceux de Pékin, qui restent très superficiels. J'en ai pas vu du tout. C'est depuis les attentats. Par contre, les contrôles que je vois, c'est les contrôles de cartes. Ouais. Les contrôles de cartes. Il y en a aussi à Pékin. Mais c'est que des contrôles de cartes que je vois. Les contrôles humains avec les sacs comme nous avons à Pékin, il n'y en a pas en France. J'en ai pas vu. À Paris, j'en ai pas vu du tout. Vous Ça, c'était une êtes chose. plus en sécurité à Pékin alors? Disons qu'à Paris, je pourrais me trimballer avec du matériel, on va dire, assez dangereux, faire le tour de la capitale et me présenter à un point pour faire une quelconque activité qui pourrait nuire à autrui. On n'y voit que du feu. Alors qu'à Pékin, vous rentrez ça avec le sac reste à la porte. Ou alors vous êtes conduit au commissariat de police pour vous expliquer directement, donc vous ne rentrez pas dans le métro. Ensuite, dans le métro, j'ai jamais eu autant de SDF de ma vie. Dans le métro parisien. Il y en a même qui y vivent en fait, qui dorment. Et il y en a qui dorment dans le métro. Alors, je compatis vraiment envers eux, mais c'est pas leur place. C'est pas leur place. En plus, suite aux attentats qu'il y a eu, il faut savoir aussi, en prenant en amont, c'est qu'au départ, nous avions prévu de nous installer à Paris. Il y a 2 ans, quand on était à Pékin. Les attentats qui ont commencé à avoir en France, comme nous étions à Pékin, nous ont freinés. J'ai dit, je ne veux pas cette ville-là pour mes enfants. Même si on va en France, je préfère être en Provence. Et c'est ce que nous avons fait. Moi, j'ai un Paris parce que je prends le choix de venir à Paris parce que c'est quand même la capitale et là où je peux développer mes activités. Mais pour mes enfants, c'est hors de question d'être à Paris. Ce n'est pas une sécurité du tout. On ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est un point sur lequel j'insiste énormément pour mes enfants, pour les garder en sécurité. Nous, on a juste les problèmes de transport. Si la SNCF fait grève, on n'a pas de train, j'ai pas de train pour venir à Paris, c'est tout. Mais mes enfants sont en sécurité là où ils sont. J'ai pas la question à me dire, est-ce qu'il va y avoir un attentat? Et quand vous dites là où ils sont, c'est-à-dire ils sont où en fait? Ils sont en province, ils sont en Seine-Maritime. D'accord, voilà. Et là, pour moi, c'est le gros point de différence où j'entends souvent dans les médias les gouvernements qui disent la sécurité est notre priorité. Je suis désolé, mais je ne vois pas où est la priorité de sécurité dans les discours et dans les actions. Pour moi, Paris n'est pas une ville de sécurité. Alors, ayant aussi un passé de travail en sécurité à Pékin, nous avions essayé de monter des programmes de sécurité pour les touristes chinois qui venaient en France, qui a été malheureusement un échec, puisque mauvais effort de collaboration gouvernementale de la part du gouvernement français, qui n'a pas mis les moyens pour faire en sorte que tout se passe bien. Donc il y a peut-être justement des échanges, des discussions à reprendre sur ce sujet. Il y a à reprendre, il y a tout à refaire. Il y a tout à refaire à mon humble avis. Il y a tout à refaire là-dessus, mais là on parle plus dans la politique qu'autre chose. Donc il y a sûrement des points sur lesquels nous ne sommes pas au courant, mais en règle générale, je pense que le gouvernement chinois fait de gros efforts en sécurité. En 9 ans à Pékin, je n'ai entendu qu'une seule fois qu'il y a eu un risque. Il y a eu un risque d'attentat. Une seule fois, en 9 ans. En 1 an en France, je ne sais, je ne les ai même plus comptés. Oui, voilà, on ne les compte plus. Je ne les compte plus. J'ai plus assez de mes doigts de main pour les compter. Donc la différence est grande. Aussi bien les gens critiquent le gouvernement de Pékin en disant qu'ils sont très totalitaires, oui, mais au moins les gens vivent en sécurité.
et ils se baladent en sécurité. Donc la liberté individuelle de circuler est respectée. Alors, contrairement à ce que disent les Français, oui, en Chine, c'est comme ça, oui, mais non. J'ai circulé à Pékin, j'ai toujours été libre de circuler à partir du moment où je respectais les règles de sécurité en communauté. Je n'ai jamais eu de problème. Et au contraire, je profitais de la ville. Aujourd'hui, on y profite moins pour les problèmes de pollution. Oui. Certes, la pollution a beaucoup augmenté. Et là-dessus, j'ai un exemple très concret, c'est que l'année dernière, en novembre 2016, j'étais encore à Pékin, j'étais en voiture. La pollution était tellement épaisse que je ne voyais pas. J'étais sur le deuxième périphérique de Pékin, donc ce qui correspond au périphérique parisien. Et donc c'était juste le centre-ville de Pékin. Je ne voyais pas à 50 mètres. Les buildings en face de moi qui sont très hauts et très imposants, à 50 mètres, je ne les voyais pas du tout. Donc c'était vraiment... La Chine a un problème avec l'environnement. Et je pense que la Chine reconnaît ce problème. Elle le reconnaît. Il y a des efforts à faire, des échanges à faire aussi avec la France sur justement ce traitement de l'air, sur la pollution. Oui. Quelles solutions essayer Les solutions existent, il faut juste les mettre en place. Si les protocoles étaient moins lourds, les solutions se mettraient en place beaucoup plus rapidement que ça. C'est juste une question de législation où il y a tellement de règles à surveiller que c'est très lent à se mettre en place. Et tous les gouvernements ont ce problème-là, tous sans exception. Et Michael, quels sont vos projets? Sont-ils en France ou en Chine? Dans les deux pays. Je ne peux plus lâcher la Chine. On va dire qu'indirectement, la Chine m'a adopté. Ça peut se voir aussi anecdotiquement avec mon prénom en chinois, mon prénom de disciple de Shaolin, qui est la transcription de la continuité de la culture chinoise. Oui. Et comme j'ai avec mon épouse un lien très fort avec la Chine, donc c'est l'un des deux pays dans lesquels je vais avoir des échanges et que je vais continuer à vivre aussi. Vous allez continuer dans la culture de Shaolin ou vous allez justement élargir vos domaines d'activité, peut-être vous intéresser à autre chose, comme vous avez fait déjà beaucoup de choses? Moi, je veux continuer avec la Chine. Après, il n'est pas impossible de s'ouvrir. Oui. Il ne faut pas rester fermé. Mais ça restera dans la culture de Shaolin ou ça peut être totalement encore une nouvelle carrière? Il y a des activités qui resteront en relation avec la culture de Shaolin puisque nous avons encore. Il y a encore beaucoup de projets à faire là-dessus. Et vu qu'avec l'abbé du temple de Shaolin, on en a beaucoup discuté et j'ai son autorisation et j'ai sa bénédiction pour continuer, donc on continue dedans. Après, personnellement, si j'ai encore d'autres propositions pour d'autres choses, je suis ouvert à tout. Qui sait? Une nouvelle aventure, peut-être pas forcément la Chine, ça sera peut-être aussi un autre pays que vous allez découvrir. Peut-être un autre pays. Michael, on vous souhaite une très bonne continuation et beaucoup de réussite dans tous vos projets, que ce soit en France, en Chine ou ailleurs. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de Vision Chine, Waikolen Kranzongko. Merci. C'est à vous, Michael. 今天的采访到此结束，欢迎大家来看下一次节目《外国人看中国》，谢谢大家。